Donc on passera donc à la 4e conférence de cette 2e édition de l'Africa Place Marketing, une conférence ou un atelier qui sera animé par Monsieur Lionel Flasseur, directeur général Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme et président Essentiel. Monsieur Lionel, la parole est à vous, on vous attend. Et je pense justement qu'il y aura le débat sera animé parce que plusieurs questions depuis hier étaient posées autour de l'identité, sa définition et ce qui la caractérise. Parfait, merci. Désolé pour cette hésitation, je me demandais s'il allait avoir une pause. C'est la raison pour laquelle voilà, j'ai hésité. Donc ça va être, on va enchaîner tout de suite. Et en plus, alors là, je préviens mon groupe, hein, le groupe là, qui va venir. On a la pression parce que juste avant, c'était juste extraordinaire. J'ai appris énormément de choses. Il y avait une modération qui était très bonne et il y avait des qualités d'intervention. Donc on va être à la hauteur. On ne va pas tenter, on va être à la hauteur. Le groupe suivant. Et effectivement, on va parler du rôle de l'identité et de l'attachement au territoire dans les démarches d'attractivité. Alors quand j'ai vu le sujet, je me suis dit au début, ouais, c'est un sujet un peu bateau, un peu évidence, quoi. Ça me paraît être un sujet en apparence très très simple. Et en fin de compte, quand on creuse un peu derrière, on s'aperçoit qu'il y a pas mal de paradoxes. Et voire, ça peut être un sujet explosif quand on parle de mouvements mondiaux autour du populisme, des replis des sociétés, etc., etc. Donc on va tenter de ne pas aller sur ce domaine-là et de gérer ces différents paradoxes. Alors, premier paradoxe, et j'en profite vis-à-vis des personnes qui vont venir intervenir, ça va alimenter les questions de relance qu'on posera, c'est comment se référer à ses racines tout en évoluant face aux nouvelles aspirations et enjeux sociétaux, c'est-à-dire de rester agile. Donc un paradoxe potentiel. Le deuxième paradoxe, c'est comment s'appuyer sur une identité forte tout en restant ouvert et en s'enrichissant des différentes cultures. Et le troisième paradoxe, c'est comment être attaché à son territoire tout en souhaitant le partager aux nouveaux venus. Donc voilà, 3 paradoxes. Pour le traiter, nous avons, alors non pas 5 experts, nous en avons un 6e qui nous rejoindra en fin de séance à distance. Donc je vais appeler sur scène, et je ne vais pas citer leur parcours parce qu'ils ont des CV qui sont juste extraordinaires, donc je vais simplement leur fonction. Donc le président Mamadou Diène et Camille Ratignier, venez avec nous. Donc voilà. Monsieur Diène, on ne vous présente plus tant vos prises de position hier étaient, je dirais, présentes au sein de nos conférences. Merci de votre présence. Camille, donc, également, qui sera là pour présenter le cas du projet du territoire du Rufisque. Ensuite, nous avons, toujours en présentiel, Cédric Morel, qui est le CEO de l'agence Hula Hoop. Voilà, l'agence qui est intervenue à de multiples reprises. Donc nous aurons le point de vue de Cédric sur ces sujets-là. Et puis nous avons 3 autres invités qui interviendront à distance, j'imagine qu'ils nous entendent et qui vont suivre dès le début ces débats. Donc Todd Babiak, qui est CEO de la marque Tasmania, donc nous allons voyager. Nous avons Aurélien Charpil, qui est le directeur général de Brief Tourisme. Et nous avons Mika Slevens, qui est le directeur général de Lift Interactive. Donc ces 3 personnes interviendront à distance. Et donc nous allons commencer par la distance avec Todd. Donc Todd, bienvenue Todd. Est-ce que tu nous entends bien? Absolument. Todd, alors je me permets de te tutoyer même si on ne s'est jamais eu, on ne s'est jamais vu, on n'a même pas conversé ensemble, hormis par email. En tout cas, on est ravis de t'accueillir. Et on te propose de démarrer dès maintenant sur la présentation, la démarche autour de la marque Tasmania. L'idée, vis-à-vis de chaque présentation, c'est pas tant faire valoir votre sujet en tant que tel, mais c'est le raccrocher, l'attacher effectivement au thème de notre intervention d'une part, et puis également commencer à donner des pistes de solutions ou des pistes de réflexion par rapport aux paradoxes qui ont été soulevés. Todd, on te laisse démarrer. Merci Lionel. En 1838, Lady Jane Franklin, épouse du gouverneur de Tasmanie, décida que trop de gens buvaient et se battaient.
La Tasmanie était à l'époque une colonie pénitentiaire et une station bananière. Et les Franklin ont donc rendu la distillation illégale. Et la distillation est restée illégale pendant 150 ans, jusqu'en 1989, lorsqu'un homme qui s'appelle Bill Lark, est allé pêcher. Il a bu un bon whisky écossais et en regardant l'air frais et l'eau propre, il s'est dit, pourquoi ne peut-on pas faire du whisky de Tasmanie? Bill rentra chez lui et alors, il a pris, c'est illégal, c'est contre la loi. Mais la Tasmanie est un territoire de coopération et de connexion. Il trouve un politicien qui l'aide à changer cette loi absurde. Et avec sa famille, il commence à fabriquer du whisky tasmanien avec des ingrédients tasmaniens. Et c'était difficile. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Mais quand enfin le goût était bon, quand il était délicieux, il est venu ici, au Tasmanian Club, pour demander de l'argent aux investisseurs. Et les investisseurs ont reconnu que ça avait bon goût. Mais ils ont dit qu'ils ne lui donneraient pas $1. Pourquoi? Les machines de marketing d'Amérique et d'Europe l'auraient détruit. La Tasmanie était trop petite, trop loin, pas assez forte. Et personne ne paierait plus de $100 pour une bouteille de whisky tasmanien. Ils lui ont dit que c'était impossible. Ils ont dit qu'il échouerait. Et Bill l'a fait quand même. Et c'était très très bon. Et les gens sont venus le voir quand ils l'ont goûté et lui ont demandé s'il pouvait les aider à démarrer une entreprise de whisky. Et il a dit oui, à quelques conditions. Il devait utiliser des ingrédients de Tasmanie. Il ne devait pas essayer d'être quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes. Et il devait se concentrer sur la qualité, pas la quantité. Il ne ferait jamais le plus gros en Tasmanie, mais il pourrait faire quelque chose de spécial. Et surtout, si quelqu'un leur demandait de l'aide, il devait dire oui. Il devait dire oui comme il dit oui, en s'aidant les uns les autres dans cet endroit isolé, nous faisons quelque chose de beau. Et bientôt, le whisky de Tasmanie a remporté la plus haute distinction internationale. Ça, c'est l'histoire du whisky de Tasmanie. Mais c'est aussi l'histoire de la Tasmanie. Jusqu'à récemment, les Tasmaniens disaient que leur marque était propre et vert. Et en anglais, les mots riment. Et c'est ce que le gouvernement leur a dit de dire. Et vous pouvez comprendre pourquoi. Regardez cette image, propre et vert. Le problème est que 150 territoires dans le monde disent la même chose. Et bien sûr, il y a un certain nombre de sociétés de conciergerie clean and green. La Nouvelle-Zélande dit propre et vert. Mais quand vous dites que c'est votre marque, qui vous êtes, il y a toujours des gens qui vont vous attaquer. Et vous ne pouvez pas être de grands spécialistes de marketing si vous êtes toujours en train de vous défendre. Mais la vraie raison pour laquelle nous devrions éviter les clichés comme propre et vert, clean and green, est qu'ils laissent de côté la partie la plus importante de votre marque. La seule partie de votre marque que personne d'autre ne peut prendre, votre culture. Je crois que la marque d'un territoire est une expression culturelle unificatrice, une histoire. Et ici, pour découvrir notre histoire, en Tasmanie, nous avons fait des entretiens individuels, 450 entretiens. Et nous avons demandé aux gens, pourquoi êtes-vous ici? De quoi êtes-vous le plus fier? Qu'est-ce que vous briserez le cœur si vous deviez partir? Et l'histoire qu'ils ont racontée pour eux-mêmes et pour l'État a souvent commencé par les difficultés
et des obstacles dans un endroit isolé. C'était une histoire de regret, voire de génocide, surtout pour les aborigènes de Tasmanie. Ils ont parlé de la transformation des industries. La mondialisation n'a pas été bonne pour les industries traditionnelles de Tasmanie. Elles ont en grande partie fermé les portes et c'était un choc économique et psychologique. Bogan est un mot de l'anglais australien. Il signifie beaucoup de choses, mais c'est un mot que les Australiens du continent utilisent pour les Tasmaniens. Ce sont des Australiens de seconde zone, dans les médias bêtes, pauvres, tristes. Bien que les Tasmaniens aient exprimé cela comme une plaisanterie, ils ont admis que cela avait d'énormes conséquences. Ils ont grandi sans fierté ni confiance. Ils devaient travailler plus dur pour tout. Et dans nos entretiens, cependant, les Tasmaniens savaient précisément ce qu'ils entendaient par le mot tasmanien. C'était un filtre parfait entre le on et le off. Elle, là-bas, elle est très tasmanienne. Il ne l'est pas. Cette entreprise, cette initiative, ce produit est profondément tasmanien. Il y a une façon de parler du succès tasmanien. Par exemple, le vin. Un Tasmanien dirait, il y a 40 ans, il disait que nous ne pouvions pas avoir l'industrie du vin. Le climat est trop froid, les raisins devaient travailler trop dur. Nous devrions travailler trop dur. C'est facile en Australie, en Tasmanie, dur. Alors, nous avons travaillé dur. Et nos raisins travaillaient dur. Ils ont travaillé dur aussi. Et aujourd'hui, notre pinot noir et notre vin Monsieur sont spéciaux. Ils battent parfois le Bourgogne et le Champagne. Et c'était la même chose avec les projets communautaires, la même histoire. Derby est une ville minière qui a rétréci lorsque la mine a fermé. Puis, il y a eu une terrible inondation. Les gens partaient. Puis, quelques vététistes ont remarqué que c'était un excellent endroit pour faire du vélo. Ils se sont demandé si cela pouvait devenir une destination touristique. Et tout le monde leur a dit non, la Tasmanie est isolée. Derby est extrêmement isolé. Personne ne viendrait. Mais les vététistes et la communauté ont travaillé ensemble pour s'assurer que ces pistes ne seraient pas médiocres. Elles devaient être spéciales. Et aujourd'hui, ce ne sont pas les Tasmaniens qui disent que c'est le meilleur endroit au monde pour faire du vélo. Ce sont les vététistes d'autres régions. Et le même schéma se répète sans cesse pour les sports, pour les agricultures, pour les artistes, pour les développeurs de logiciels. Il y a l'histoire des aborigènes de Tasmanie. Dans les années 70, on leur disait qu'ils n'existaient pas. Et aujourd'hui, ils sont fiers et prospères et récriés sur langue. Nous pouvons être tasmaniens, même si on est une Indonésienne spécialisée dans le pain français, ou même un Canadien comme moi. Et ce n'est pas ça du tout, le succès pour les Tasmaniens. Pour les Tasmaniens, le succès est toujours petit, spécial et croissant. Il n'y a que 7 ou 8 histoires qui se répètent dans l'histoire de l'humanité. Celle que nous entendons encore et encore en Tasmanie est la deuxième, l'histoire de Cendrillon. Mais il ne s'agit pas de richesse, il s'agit de signification, meaning en anglais. Nous commençons toujours ici par des obstacles et des difficultés, et nous dit que c'est impossible. Nous travaillons dur, avec cran et détermination, dans un territoire isolé et tranquille. Et les résultats sont spéciaux, uniques, le fruit de cette culture. Nous avons distillé des centaines de milliers de mots en une page, puis un paragraphe, puis une ligne. Pas tant pour le marketing que pour la compréhension, pour l'action. La Tasmanie n'est pas faite pour tout le monde.
mais pour certaines, c'est exactement ce qu'elles recherchent. Et notre approche est ascendante, pas descendante. Nous voulons aider chacun à prendre des décisions plus tasmaniennes, à faire plus de choses tasmaniennes, de manière unifiée. Et à Brand Tasmania, tous nos projets rassemblent le tourisme, le commerce, l'attraction des talents, l'attraction des investissements, l'attraction des étudiants et l'action communautaire sur une petite île au bout du monde, avec les mêmes petites histoires. Le hasard, c'est toujours l'ennemi de la bonne stratégie. Alors, soyez honnêtes, écoutez, racontez votre histoire et elle se multipliera comme un virus heureux. Je vous remercie de votre aimable attention, de votre invitation et désolé pour mon mauvais français. J'espère que vous allez devenir partenaire de tasmanian.com.au. Alors vive Casablanca, vive l'Afrique et merci encore. Todd, un double bravo Todd, à la fois pour ton niveau de français qui est juste extraordinaire et à la fois tu as fini à 0,00 pour quelqu'un, c'est-à-dire tu as utilisé les 10 minutes qui t'étaient imparties à la seconde près, à distance, donc c'est remarquable, merci. Ça fait complètement le lien avec la table ronde précédente, avec aussi un nouvel angle de vue qui était de dire que vous êtes bienvenus à partir du moment où vous intégrez aussi notre culture en tant que telle, nos codes, très très intéressant comme présentation. Merci beaucoup Todd. Je vous propose de basculer, voilà, vous avez raison, c'est pas évident pour ceux qui sont à distance. Voilà, tout de suite je vais appeler le président et Camille, voilà, pour intervenir. Venez tout de suite. Merci, monsieur le modérateur. Rebonjour. Donc, nous allons vous présenter une communication, donc à deux. Donc, ce qui symbolise en fait la coopération entre le département de Rufisque et la région Île-de-France, parce que Camille Ratignier est chef de projet et elle s'occupe du marketing territorial au niveau du département de Rufisque. Le département de Rufisque est un département situé dans ce qu'on appelle la région de Dakar. Donc, Dakar, c'est la capitale du Sénégal. Et le Sénégal, du point de vue de sa présentation géographique, c'est la partie la plus à l'ouest de l'Afrique. Et d'ailleurs, on l'appelle, dans, disons, le jargon géographique, le Finistère ouest de l'Afrique. C'est là où finit l'Afrique occidentale. Et le Sénégal a... le département de Rufisque donc, bénéficie quand même de cet avantage que de posséder une façade maritime, donc l'océan Atlantique, et une dorsale agricole, une dorsale terrienne. Donc voilà deux atouts extrêmement importants qui structurent, disons, ce département de Rufisque. Et c'est aussi un des départements les plus importants du Sénégal, d'autant que c'est le département qui ravitaille la région de Dakar en produits halieutiques et également en fruits et légumes. L'autre élément, c'est un département qui est en pleine mutation, parce que c'est le département qui abrite la plupart des projets de ce qu'on appelle le plan Sénégal émergent, un plan initié par le président Macky Sall à son avènement en 2012 et qui devrait couvrir la période 2012-2035. Et ces projets sont structurés autour de l'édification d'un certain nombre d'infrastructures dans une région, dans un espace qui n'en bénéficiait pas. Par exemple, il s'agira de construire dans le département de Rufisque une nouvelle ville qui s'appelle Diamniadio. Ce qui suppose, par conséquent, la construction de services publics et d'infrastructures. Donc, un aéroport a été construit à proximité. Il s'agira également de construire 2 ports, disons, dans le département, de construire une université de 3e génération, parce que les universités existantes ont été construites du temps de la colonisation. Il s'agira également de construire des infrastructures ferroviaires, des infrastructures routières, hospitalières,
des sphères ministérielles, donc autant d'éléments de souveraineté. Parce qu'en fait, la plupart des édifices, comme je vous l'ai dit, ont été construits donc à l'époque coloniale. Donc construire, disons, ces édifices participe également, disons, de la construction de la souveraineté du Sénégal. Et donc c'est un département par conséquent donc en pleine mutation et qui aujourd'hui véritablement regarde vers l'avenir. Et nous avons initié un ensemble de politiques donc articulées autour d'un certain nombre de problématiques liées à des compétences qu'on nous a transférées. Et depuis quelque temps, nous entretenons donc un partenariat avec la région Île-de-France, partenariat que nous avons hérité de la région de Dakar, parce qu'au Sénégal, avec l'acte 3 de la décentralisation, les régions ont été supprimées et les échelons sont maintenant le département, la commune. Et donc nous avons hérité de cette coopération avec entre la région Île-de-France et la région de Dakar, et nous l'avons mué en coopération entre le département de Rufisque et la région Île-de-France. Et dans cette coopération, il y a un certain nombre de projets clés, donc tels que le marketing territorial, projet qui est piloté, disons, par Camille Ratignier. Et ce département de Rufisque, donc, nous l'avons dit, possède quand même une dorsale maritime, donc ouverte sur l'océan Atlantique, et une façade atlantique, par conséquent, regorge de terre. Mais face à l'édification de ces infrastructures, nous assistons véritablement à une perte de terre de la part des populations agricoles qui l'occupaient et une réorientation de l'économie locale. Et tout cela, véritablement, pose un certain nombre de problématiques sur lesquelles nous sommes encore en train de réfléchir. Et puisque ce panel, donc depuis hier, consacre une large part au marketing territorial. Nous avons donc hier parlé de la démarche que nous sommes en train d'initier. Nous en sommes à la phase diagnostique. Et je pense que, disons, Camille Ratignier va rapidement vous parler véritablement de ces différentes phases du projet et de là où nous en sommes et là où nous voulons aller. Donc, Camille, avec votre permission, vous pouvez prendre la parole. Merci, M. Dieng. Alors oui, effectivement, comme M. Dieng le soulignait, le territoire de Rufisque, c'est vraiment un territoire en mutation, puisque le territoire accueille le plan Sénégal émergent, avec notamment donc, le pôle de Diamniadio. Mais ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que historiquement, le territoire de Rufisque, c'est un territoire lébou, c'est un territoire avec une tradition très ancienne, c'est une ethnie de pêcheurs. Donc on a un attachement très très fort à la mer, à la façade maritime, et c'est un territoire aussi qui culturellement est agricole en fait, avec une agriculture traditionnelle. Donc Lionel parlait de paradoxes à juste titre tout à l'heure. Je dirais que le territoire de Rufisque, c'est un territoire plein de paradoxes. Et nous, ce qui nous intéressait, c'est vraiment comprendre l'identité du territoire et cette mutation d'identité. Et comment on a fait on a créé un cadre concertatif. Donc, grâce à l'aide de notre ami et partenaire Vincent Gaulin de l'Institut Paris Région. Donc, le mois dernier, on a organisé une masterclass à Diamniadio. Le but étant non seulement de présenter le projet de marketing territorial et ses enjeux, mais surtout de, je dirais grossièrement, un peu prendre la température des Rufisquoises et des Rufisquois quant à ce paradoxe en fait, de la mutation du territoire. Donc autant que faire se peut, on a essayé de réunir le maximum d'acteurs, donc les élus, les agents, mais également les organismes de la société civile. C'est très important pour nous notamment d'avoir des GIE de femmes, mais également des démembrements de l'État. Donc ce qui s'est passé, c'est que ça nous a permis de mettre en lumière en fait, un certain nombre de réticences et je dirais même de peurs en fait, liées à ce projet de marketing territorial et au plan Sénégal émergent. Donc je me suis permis de noter quelques verbatims, notamment sur la peur que devient Rufisque. En fait, nous sommes des lébous, nous sommes des pêcheurs, mais Rufisque est en train de devenir, de se bétoniser, etc. Donc ça a été vraiment une vraie peur des Rufisquoises et des Rufisquois. Aussi, la peur des nouveaux entrants. Les nouveaux habitants ne s'identifient pas à Rufisque. Nous sommes en train de devenir une cité dortoir.
Et enfin, par rapport justement à cette culture de la terre et de la mer, donc les Rufisquoises et les Rufisquois ont exprimé le fait qu'ils voulaient toujours pouvoir continuer à cueillir des mangues et profiter des plages de Rufisque. Ce qu'on a aussi mis en lumière, c'était vraiment l'hétérogénéité du territoire, parce que Rufisque, c'est un département qui compte 12 communes, et chaque commune a vraiment son identité propre. Et aussi ne se reconnaissent pas en fait dans ce nouveau fameux pôle urbain dont M. Dieng faisait référence, Diagnadio. Donc les pôles urbains ont une dimension internationale, mais quelle est la place des communes dans tout ça? Donc du coup, ce qu'on en a déduit en fait de ce cadre concertatif et de cette remarque-là, c'est qu'il y avait une mauvaise compréhension du marketing territorial. En fait, c'est une démarche qui est très nouvelle à Rufisque et de manière générale au Sénégal. Donc notre démarche était vraiment vue comme un vecteur de bétonisation par certains, et aussi le marketing était perçu comme profitant uniquement au volet investissement, et qu'on oubliait en fait, on oubliait les populations, et les populations traditionnelles, les boues. Donc l'idée, c'était de résoudre ces inquiétudes, notamment grâce à l'intervention de M. Gaulin, donc, qui est vraiment l'expert en la matière, qui a rassuré en fait, les Rufisquoises et les Rufisquois en disant que toutes les remarques quant à ce problème identitaire seraient incluses dans le diagnostic, et enfin de les rassurer sur le fait que le marketing territorial, non, ce n'est pas une marchandisation du territoire, non, on ne vend pas des parcelles de terrain à des méga entreprises internationales chinoises, françaises, turques. Non, c'est pas ça. Le territoire, c'est l'identité avant tout. Et je dirais que nous, on se pose très humblement en débutant de cette démarche de marketing territorial à Rufisque. Et du coup, je voudrais profiter d'être entourée d'expertes et d'expertes de la question d'identité et la question du marketing territorial pour poser des questions, notamment comment ont été accueillies vos démarches de marketing territorial par les populations, quelle méthode vous avez utilisée pour mettre en lumière l'identité, et enfin la question des réticences, elle est très importante. Pour nous, nos pistes de recherche, c'est la pédagogie. On parlait de pédagogie tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a d'autres moyens en fait de gérer entre guillemets ces réticences et de rassurer les populations qui ne connaissent pas en fait le marketing territorial? Merci beaucoup. Merci Camille, merci Président. À la seconde près, aussi les 10 minutes. Et puis vous pouvez voir l'humilité de ce duo qui, pour la première fois en tant qu'intervenant, pose des questions d'aide à la salle et pas l'inverse. Donc merci en tout cas pour votre présentation. Je vous propose de passer à la présentation suivante d'Aurélien. Donc Aurélien est à distance. Aurélien, est-ce que tu nous entends? Je vous entends. Parfait, alors on t'entend, on ne te voit pas encore, mais ça va arriver. Voilà, tu as 10 minutes, je ne sais pas si tu vois le compteur ou si tu en as un, mais voilà, tu as la pression parce que tout le monde a tenu en 10 minutes jusqu'à maintenant, donc on te laisse la parole immédiatement. J'ai bonjour à tous d'abord, et très honoré, très heureux d'être parmi vous au moins en distance ce matin, mais effectivement j'ai la pression, et pas que sur le timing que je mets maintenant, au vu de la qualité des échanges qui ont lieu depuis ce matin. C'est vraiment d'un très 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 bon niveau, et j'ai essayé d'apporter ma pierre à l'édifice. Pierre à l'édifice sur le sujet, même si on est un petit poussé par rapport à tout ce que j'entends depuis tout à l'heure, mais bon, en tout cas, c'est un témoignage que je vais vous livrer avec beaucoup de fierté et aussi toute l'humilité qui convient. Donc, je suis Aurélien Charpie, le directeur de Brive-la-Gaillarde, de Brive Tourisme, la structure touristique d'une agglomération de 47 communes, dont la ville-centre et donc Brive-la-Gaillarde. Donc, où se situe Brive-la-Gaillarde? C'est donc en Corrèze, dans le sud de la Corrèze. C'est plutôt le point central, on va dire, d'un territoire qui fait le lien entre le département de la Corrèze, du Lot et de la Dordogne. C'est un peu la ville-centre de ce secteur-là, en Nouvelle-Aquitaine, comme vous le voyez sur ces deux cartes-là. Nos missions, juste pour replacer un petit peu, donc nous, on est un office de tourisme
donc avec des missions régaliennes d'office de tourisme qui sont d'accueillir les clientèles touristiques, mais aussi les habitants. Sur donc une communauté d'agglomération de 49 communes, promouvoir cette destination, comme tout le monde le fait en France, on bataille un peu sur les mêmes choses de partout. Animer un réseau d'acteurs locaux, ça c'est très important. Nous, on l'a marketé autour d'un club, le club 100% Gaillard. Et enfin, évidemment, l'Observatoire local du tourisme qui nous aide à déterminer nos actions année après année. On est une structure particulière parce que, comme vous le voyez en bas, on est près de 57 salariés à l'année et on passe à 93 personnes en saison parce qu'on a des structures, on va dire, annexes à l'office de tourisme dont nous gérons aussi les activités, c'est-à-dire un service commercial qui comprend le centre des congrès et des équipements de gestion, un site de visite, des résidences de tourisme, un camping, une base de loisirs, et puis un service animation qui intervient comme un prestataire auprès de la ville de Brive notamment et de certaines petites villes de l'agglomération. Pour faire le lien avec, une fois les présentations faites, on va passer sur la marque. Donc voilà, je vous ai mis pas mal de choses sur cette slide qui est beaucoup moins élégante que la Tasmanie, c'est un petit peu un fourre-tout, mais en tout cas ça démontre une certaine énergie. En fait, l'idée de la marque 100% Gaillard, donc vous avez compris, hein, c'est Brive-la-Gaillarde, avec la marque Brive 100% Gaillard qui est signifiée et symbolisée par cette moustache. L'histoire de la moustache, c'est qu'en fait, depuis même avant 2010, très régulièrement, il y avait un papy sur le marché. Je sais de checker l'heure, le temps. Voilà, il y avait un papy sur le marché qui était régulièrement pris en photo avec de très très belles moustaches, de très belles bacchantes comme ça. Et du coup, cette photo revenait assez souvent. Et puis gentiment, on s'est approprié cette moustache. Pourquoi travailler sur une marque en 2010 d'abord? Pourquoi travailler sur une marque et pourquoi ensuite la décliner? La première motivation, ça a été de développer un sentiment d'appartenance à ce territoire. C'est-à-dire que ce qu'on voit en France notamment, c'est qu'il y a des marques naturelles fortes, souvent on les reprend, comme la Bretagne qui revient souvent, ou le Pays Basque qui ont des caractères forts et où les habitants sont fiers de leurs endroits, donc ils le revendiquent. Il y a plein d'endroits en France où c'est plus compliqué, notamment chez nous, puisque chez nous, nous n'avons pas de cathédrale, on n'a pas de tour Eiffel, on n'a pas la mer, comme vous l'avez vu sur la carte, ou la montagne. Et donc, il fallait trouver quelque chose sur quoi se raccrocher, et surtout pour que les gens aient un sentiment de fierté par rapport à ce territoire. On est tous plus ou moins chauvins dans nos territoires, on aime notre territoire, on le défend. Mais tout de suite après, on se dit « ouais, mais chez nous, il n'y a pas grand-chose, et puis il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela ». Donc la première phase du travail a été finalement de redonner de la fierté et du coup de créer ce sentiment d'appartenance. Donc il y a eu pas mal d'actions qui ont été menées sur gagner un tour du monde à partir de Brive-la-Gaillarde, travailler sur cette moustache qui devait un peu nous fédérer, même si c'était les balbutiements, l'opération Adopter un Gaillard, enfin pas mal de choses, et notamment avec le rugby, puisque c'est un sport national, mais c'est un sport local très 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 puissant. On a une équipe dans l'élite, dans le top 14 au rugby, qui marche plutôt pas mal, et c'est vraiment la fierté du territoire. Donc ça a été vraiment la première phase, ça a été créer et développer ce sentiment d'appartenance. Ensuite, en 2015, il y a eu la création de ce que vous avez changé déjà ce matin, la création d'une plateforme de marque sur cette marque 100% Gaillard qui a déterminé un certain nombre de valeurs que je peux vous donner, qui sont l'énergie, la pugnacité, l'esprit d'équipe. Ces valeurs qui ont été déterminées pas par l'office de tourisme, mais par un panel de 30, 40, 50 personnes, des gens du tourisme, des gens du monde économique, des gens des institutions locales, qui ont travaillé justement sur ce caractère du territoire, sur son identité, comme vous le parliez tout à l'heure, sur son histoire,
sur ses failles, ses faiblesses, et évidemment sur ses forces pour pouvoir capitaliser. Mais sans vouloir répondre aux questions qui ont déjà été posées, on ne peut pas aller plus loin si on ne s'arrête pas d'abord sur d'où on vient et quels ont été nos écueils, nos problèmes, pour ensuite se projeter et en faire des forces. Donc c'est ce qui a été travaillé en 2014 avec l'idée de travailler sur une personnalité. C'est-à-dire que finalement, notre territoire a été personnifié avec des valeurs qui correspondent à un personnage. Donc comme je vous le disais, énergie, pugnacité, simplicité, fierté, parfois de l'orgueil, et puis de l'épicurisme avec un excès assumé. Voilà, parfois jusqu'à l'excès. Voilà, c'est ce qu'on dit de temps en temps. Mais on l'assume. On l'assume de moins en moins le matin, mais on l'assume le temps passant. Donc voilà, ça c'est la création de la plateforme de marque en 2015. Là, je vous ai mis quelques dates, mais on ne voit pas très très bien. Mais c'est pour vous signifier autre chose, c'est pour vous faire un zoom sur un élément du dispositif qui est la création d'une boutique 100% Gaillard. En fait, l'idée c'était de dire comment on fait pour que les gens s'approprient la marque. Il y a plusieurs moyens. Là, à Brive, on a créé une boutique de textile en centre-ville où les gens finalement pouvaient porter la marque tous les jours. Alors vous voyez peut-être pas bien, mais j'ai une petite moustache sur ma chemise, comme je l'ai presque tous les jours. Alors au début, c'était surtout des t-shirts, des mugs, des petites choses comme ça, avec des gros placards sur les t-shirts 100% Gaillard, avec des choses qui nous concernent beaucoup autour du rugby. Et puis petit à petit, c'est une marque qui s'est installée, puis qui s'est affinée. Et puis aujourd'hui, on n'a plus besoin de porter la marque, le gros placard 100% Gaillard. Il suffit de porter cette petite moustache. Et j'allais dire, presque tout le monde sait de quoi on parle, en tout cas au moins autour de nous. Donc ça, c'est une grande réussite. Aujourd'hui, cette boutique, elle fait près de 200 000 euros de chiffre d'affaires. Et on fait beaucoup de co-branding avec l'ensemble des acteurs du territoire, les restaurateurs, les hôteliers, qui portent aussi fièrement cette marque. L'autre point que je ne perds pas le fil, ensuite c'était la phase 2. Tout ça, c'était la partie interne, c'était de dire il faut que les habitants s'approprient ce territoire par l'intermédiaire notamment de cette marque. Et la phase 2, évidemment, c'est de se servir de cette marque pour attirer et pour créer une émotion et pour créer une aspérité à ce territoire qu'on ne comprend pas bien, qu'on ne situe pas bien, etc. Donc là, évidemment, c'est la phase 2, c'est de dire on se sert de cette marque et de ces valeurs qui sont dégagées pour attirer les gens sur le territoire. Alors avec nos moyens, donc la part belle a été faite aux réseaux sociaux parce qu'on n'avait pas les moyens de faire du 4x3, pas les moyens d'aller dans le métro parisien. Donc on a été plutôt malin en appuyant toujours sur ces valeurs et sur la démonstration de cette marque. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est quand les gens viennent sur notre territoire, ça crée vraiment un sentiment il se passe quelque chose sur ce territoire. On va à l'accueil d'un office de tourisme, d'un hôtel, il y a la moustache. On va au restaurant, le personnel la porte. Il y a des affiches dans la ville qui vous expliquent qu'il se passe quelque chose avec 100% Gaillard. Tout ça crée un sentiment d'appartenance. Maintenant, c'est la deuxième phase sur les gens qui visitent notre territoire. Et ça, c'est plutôt sympa aussi. Je vais vite. Donc ça, c'était la phase 2. Donc j'en parle à ce moment-là. La conquête des clientèles touristiques, beaucoup sur les réseaux sociaux, comme je viens de vous le dire. Est-ce que... Ah bah j'aurais dû faire comme ça. Voilà. Il te reste une minute. Une petite vidéo. Elle passe moyen, la vidéo, mais elle est belle. Voilà. Merci Aurélien. Merci beaucoup. C'était ta conclusion, la vidéo ? Oui, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, la marque, elle n'est pas portée par Brive Tourisme, elle est portée par l'ensemble du territoire et de plus en plus. Et ça, on est assez fiers de ça. Et on attaque aujourd'hui, dans le sens de l'attractivité, à aller plus loin que le monde touristique, mais le faire adopter par le monde institutionnel et économique. Voilà. Merci Aurélien pour cette démonstration, cette simplicité, ce pragmatisme.
cette capacité aussi à avoir créé une identité sans pour autant avoir connu, être passé par une phase de résilience. Merci, un très bel exemple. Je vous propose dès à présent de revenir en présentiel avec Cédric. Bon, bonjour, donc rapidement, je suis Cédric Morel, donc le directeur d'une agence, un cabinet de conseil et une agence de communication spécialisée sur le marketing territorial. Et je suis donc très honoré, et c'est un sujet très particulier qui nous touche au quotidien, nous, dans nos travaux, qui sont des sujets sur l'identité donc, et le sentiment d'appartenance. Je vais avoir une approche très pragmatique, je sais que ça plaît à Lionel, mais globalement, voilà, bonjour. Ça, c'est moi. Pour ceux qui ont la référence du polo Smurf, Mickey des années 80. Voilà, un des grands éléments dont on parle depuis tout à l'heure, c'est de parler des gens. Et c'est vrai que quand on parle d'identité de territoire, on les oublie un petit peu, ou on vient descendant vers eux. Et moi, je voudrais nous faire remonter dans cette histoire et vous raconter la mienne. Donc moi, je m'appelle Cédric. Cédric, c'est un prénom qui vient donc de l'Angleterre et qui veut dire bataille, qui est très répandu en Bretagne. Je m'appelle Cédric Morel. Morel, c'est un nom qui est issu d'une étymologie qui vient des morts. Au passage, les morts, les Morel, on est le 9e nom en France aujourd'hui. Comme quoi, les gars, on est passé à Poitiers en 1515 malgré l'histoire. Je suis né à Villeurbanne, plus précisément dans un quartier qui s'appelle le Tonkin, qui est un quartier connu pour être un quartier politique de la ville, donc un peu bouillonnant. Ma mère, elle est née à Casablanca. Mon père, il est né à Rabat. Merci. Merci pour eux. Ils y sont pour rien non plus. Mes grands-parents sont belges, bizarrement. Moi, j'habite à Lyon aujourd'hui. J'habite plus précisément dans un quartier qui s'appelle la Croix-Rousse. Et encore plus précisément, j'habite sur le plateau de la Croix-Rousse. Je suis auvergnat-rhône-alpin depuis 2016. Mais avant, j'étais simplement rhône-alpin, puisque l'administration a fait le choix d'ouvrir notre région. Je suis français. Je suis européen. Voilà. Dans tout ce panel, c'est à peu près le panel qui existe chez chacun de nous, cette diversité des identités. Et la vraie question, c'est comment on fait pour valoriser, ancrer ou faire valoir une appropriation d'un territoire, ou en tout cas une appropriation identitaire. Mon identité, c'est un objet symbolique, mouvant, contextuel et pluriel. C'est-à-dire qu'elle n'est pas elle n'est pas unifiée. Je ne peux pas dire seulement je suis français, on l'a vu tout à l'heure. Et donc à quel territoire je me sens appartenir, ou plutôt duquel je décide, et ça c'est un mouvement important, c'est-à-dire duquel je décide de me revendiquer, et surtout pourquoi. On est dans un temps de quête identitaire, on en a parlé beaucoup, mais c'est vrai que cette mondialisation galopante depuis les années 80 crée aussi son contraire, c'est-à-dire ce besoin et cette quête d'identité. S'il vous plaît. Voilà. Et les territoires ont un vrai jeu ou un vrai rôle à jouer dans cette quête identitaire aujourd'hui. Elles ont un rôle de stabilisation des identités individuelles. Ça constitue des cadres de vie, de référence, communautaires, j'insiste beaucoup sur ce mot, chargés de symboles qui répondent à des enjeux d'affirmation de l'identité individuelle. On parle beaucoup d'identité de territoire, mais finalement, ça a un sens individuel, personnel, pour les gens. Ils contribuent évidemment, ces territoires, à consolider l'identité collective, à conforter le sentiment d'appartenance et d'appropriation sur deux leviers qui sont un sens matériel et un sens symbolique. Matériel, évidemment, par l'espace. On est ensemble dans une spatialité particulière qui ancre évidemment une appartenance,
et un usage du territoire. Je veux dire, si demain on habite près de la mer, on n'a pas le même usage du territoire que si on habitait dans les montagnes. Donc évidemment, la spatialité, ou en tout cas l'espace, vient contribuer à la façon dont on vit le territoire, à la façon dont on l'expérimente, et donc à nos propres identités, nos habitudes de vie, à notre propre culture. Mais évidemment, par la culture tout court. C'est-à-dire que l'appartenance, elle est au centre d'un processus, on le voit, qui va à la fois, qui part des individus vers le territoire, du territoire vers les individus, et finalement dans un cycle et dans une volonté, on ne peut plus communautaire. Et cette identification, c'est ce qu'on voit depuis tout à l'heure, on a parlé tout à l'heure de capacité à faire évoluer ces identités. Cette identité, elle n'est pas arrêtée, elle n'est pas figée, elle est opportunément contextuelle. Elle est opportunément contextuelle parce qu'on ne va pas se revendiquer toujours du même territoire. Parfois, on va se revendiquer du local, parfois, on va se revendiquer du national. Ce sont globalement les deux échelles qui ont été communément les plus retenues. Et avec une évidence, c'est que quand on parle de nos identités, on a un système d'échelle de proximité descendante. C'est-à-dire que quand on parle entre nous, entre Lyonnais, on va se dire d'où tu viens, on vient du quartier. Quand on se parle au national en France, on croise un autre Français, d'où tu viens, je viens de Lyon. Quand on vient parler à un Américain, qui es-tu? Au choix, et là selon les identités et les volontés, parfois on va se revendiquer européen, parfois on va davantage se revendiquer français. Autant il n'y a pas de problématique sur la thématique de l'identité nationale, enfin si, il y en a, mais sur l'identité, sur l'appropriation de l'identité au territoire national, autant la référence locale, elle est beaucoup plus complexe. Parce que immédiatement, on pourrait avoir une référence à la ville, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Et c'est là qu'il y a un vrai travail pour nous en cabinet de conseil, c'est d'aller chercher quel est le véritable territoire qui a la capacité, dans un espace, d'être l'espace le plus revendiqué, revendicable par ses habitants. On le voit, il y a en France deux régions, par exemple, il y en a d'autres, mais ce sont deux exemples, la Corse et la Bretagne, qui transcendent et dépassent les identités locales au sens de ville. Par contre, il y a d'autres villes qui voient des quartiers très forts, ou en Afrique ou ailleurs, des ethnies, parfois, qui elles aussi ont une capacité d'identification qui peuvent être beaucoup plus fort en termes d'identité que celui de la zone administrative et de l'espace. Donc ça, c'est un vrai enjeu pour nous en termes de marketing territorial, de savoir quel est l'espace dans lequel les gens vont être le plus à même de se reconnaître, qu'est-ce qui va le plus faire identité. Le sentiment, la volonté d'appartenance, c'est un processus volontaire, à penser, à porter, à travailler. C'est très important, c'est-à-dire que on l'a vu dans nos différentes facettes, dans nos différentes esquisses, il n'y a rien de naturel à me revendiquer européen, par exemple, aujourd'hui. C'est un processus, c'est un travail. Et il y a des gens, des territoires comme nous, qui travaillons à cette idée-là. Et la culture, elle est au cœur, on en a parlé beaucoup, mais je reviens dessus et je reviendrai dessus toujours. La culture, elle est au cœur du sentiment communautaire et du sentiment et de la capacité d'appropriation. Donc souvent, on entend parler effectivement de portrait de territoire dans les analyses de marketing territorial. Petit point d'attention, c'est que ces analyses qui peuvent être des portraits territoires, en fait, doivent être et devraient être des portraits culturels de territoire, puisqu'évidemment, les gens sont à prendre et les habitudes, on l'a vu sur la Tasmanie, sont à mettre au cœur de la dynamique de marketing territorial, plus qu'un espace figé qu'on regarde, contemplatif, etc., puisque l'identité est mouvante, vivante, culturelle. Quelques exemples très très rapides pour tenir mes délais. Comment ça se traduit au cœur de dynamique de marketing territorial? La première chose, c'est de ne pas cloisonner. Il ne faut pas cloisonner entre une communication ou une idée de la communication ou une idée de l'identité qu'on va appeler interne pour les habitants et ce qu'on va déployer vers l'externe. Ce serait une grande faute puisque c'est le marketing territorial et la culture, c'est ce qu'on fait de mieux, ce qu'on est, qu'on va réussir à projeter vers l'extérieur.
Un exemple, on parlait de la Teranga hier, je le remets ici, les lions de la Teranga, c'est-à-dire qu'il y a une vraie culture, il y a une vraie valeur partagée sur l'ensemble du territoire qui fait culture et qui peut devenir concrètement le levier vers l'extérieur. Un deuxième élément, c'est un territoire en France qui s'appelle l'Occitanie, c'est une région pour le coup, qui a mis en place des politiques d'hospitalité, mais ces politiques d'hospitalité qu'ils ont appelées l'occitalité, et en fait le levier culturel sur lequel on appuie pour aller vers l'extérieur. Encore une fois, cette occitalité, c'est du sourire, de la gouaille, enfin c'est tout ce qui fait la particularité des gens dans le sud-ouest de la France. Un autre élément que j'aime beaucoup, puisque c'est lyonnais, c'est un changement et une évolution de la communication de Only Lyon ces derniers temps, qui vient de manière très très pragmatique, appuyer en interne et en externe sur ce qui fait la spécificité des comportements et de la culture lyonnaise, donc avec un magazine, un journal qui est en train de devenir une plateforme digitale et qui deviendra demain une vraie stratégie social média vers l'extérieur. Donc, encore une fois, partir de la revendication culturelle et des spécificités culturelles du territoire pour aller vers l'extérieur. On peut aussi travailler l'identité ou la culture par le design. Alors ça, c'est franchement un des plus bels exemples qu'on ait de branding territorial qui a été mené. Donc c'est pour la ville de Porto, qui s'appuie donc sur leur expérience. C'est pas la faïence, c'est la faïence qui est devenue finalement le levier identitaire en termes de design qui est projeté un petit peu partout. La même chose qu'on a esquissé un petit peu hier sur l'Afrique du Sud, où on voit ce drapeau qui devient le levier, le porte-drapeau vers l'extérieur de l'ensemble de la communication. Ce drapeau qui n'est pas seulement des couleurs, qui est signifiant de l'ensemble des valeurs portées par les acteurs ou la vie en Afrique du Sud. Et puis juste un petit clin d'œil. Je suis lyonnais. Vous le savez peut-être pas, mais il y a une vraie rivalité en France entre deux villes qui sont Lyon et Saint-Étienne. Mais je voudrais juste leur passer un petit clin d'œil à Saint-Étienne, en montrant comment la culture également du territoire, qui était un territoire manufacturier, donc avec un vrai savoir-faire d'usiniers, de gens qui font, et comment ils ont réussi à partir de là à repenser intégralement le projet territorial et de positionner cette ville sur la carte de plus en plus, avec un projet très très ambitieux autour du design, qui sont devenus des écoles du design, des biennales du design, un musée du design, et qui répond à un projet global des territoires, et de montrer comment une culture historique peut devenir, avec un saut, un projet de territoire, et devenir évidemment le meilleur moteur du marketing territorial et de la communication pour ce territoire. Bravo à eux. Voilà, merci. Merci Cédric, merci beaucoup. Merci de cet exposé, voilà, clair, concis, qui introduit l'agilité dans l'identité. Merci aussi de t'être exposé personnellement, hein, en racontant effectivement ton parcours et en ramenant de l'humain dans cette présentation. Un petit clin d'œil à la régie, dans 16 secondes, l'écran va s'éteindre là. Donc si vous pouvez cliquer sur OK pour faire en sorte qu'on puisse toujours avoir le compteur. Voilà, on va passer maintenant à Mika Slavens. Mika est à distance. Alors Mika, je crois que tu comprends le français, mais peut-être que tu vas présenter en anglais. Est-ce que Mika est là? Est-ce que nous avons Mika? I am here. Parfait, Mika. Alors je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Mika, parce que je crois qu'il est 3h ou 4h du matin chez lui. Hein, c'est bien ça? 3h ou 4h du matin. Mika, c'est ça? C'est ça, bon, vous voyez, c'est ça, il est dans le noir, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mika, on te propose de démarrer tout de suite ta présentation. Est-ce que tu nous entends, Mika? I do hear you. Can you hear me? Perfect. Yeah, you can start your presentation. Thank you very much to be here, and congratulations, because it's very late in the place you live. 3 or 4 o'clock on the morning, so it's a good start. Correct. It's 4. It's 4, right? It's a good start for the day. Thank you very much. Can you see my screen? Floor is yours.
Let's go, Mika. Okay, thank you. I'll be telling a story about Edmonton, Canada. Hopefully you can see my screen. It might be split there. And for all of you who don't know, Edmonton is located in the west of Canada, between the prairies of Saskatchewan to the east and the Rocky Mountains in the west. The story goes back almost a decade to the early 2000s. And in the first decade of the 2000s, Edmonton was coming into its own. It was growing, and people were asking questions. Our people love this city, and many make a life here. But if you ask the average person in those days, they might not be able to say why they stayed. As I said before, people were asking questions. And on this screen at the upper right just happens to be a picture from Mr. Todd Babiak's blog, because he was one of these individuals that was asking questions maybe before others, and asking, why do we stay here? Why do we live in Edmonton, and what is our story? It certainly wasn't the weather, that's for sure. And we aren't the richest city or the most flashy or most beautiful. People in faraway places don't know Edmonton like other Canadian cities like Toronto or Vancouver. And if I'm being very honest, we often feel lesser when we compare ourselves to our sister city, Calgary, to the south, who is closer to the tourism of the Rocky Mountains and has a more mature business community. Still, most felt a special love for our home. So the mayor created a task force. It consisted of city leaders, people from the actual city government, and creative individuals like Todd Babiak, who spoke from Brand, Tasmania earlier today. The strategy they came up with began with many conversations and interviews with Edmontonians who call our city home. After speaking with many entrepreneurs, artists, civic leaders, and social innovators, a common theme began to emerge. And in early 2012, we uncovered a story. It goes back thousands of years to what First Nations leaders call a great gathering place. The fort followed, and so did settlers who came for the opportunity. Edmontonians created the first mosque in Canada as a community. They opened the first food bank and started the North American Fringe Theatre movement the same way, with a few people, an idea, and a lot of help. They built a new model for public education, a community league system, and thousands of small businesses, some which later became large businesses with that same spirit. They launched businesses like the Running Room, started by a former food industry executive in the living room of an old house. BioWare, a major gaming industry competitor, started by 3 doctors in a basement. PCL Construction, Stantec, Ellis, Shaw, and Ledcor. Edmonton is a place where you can make something, be it a business, a craft, an art career, or a social movement. That story was certainly true for myself. I started an agency in 2002 and was able to grow and thrive in Edmonton. This is an incredible place to start. And so Make Something Edmonton was born. We built an emerging brand together that became a mantra, and many were excited about it. Pictured here is a tower downtown with the phrase, "Take a risk. It's the most Edmonton thing you can do." And that phrase certainly resonated with many. My personal experience
And I apologize for early morning brain fog. I am Micah Slavens, and I run a digital agency in Edmonton, and we specialize in digital engagement for communities. And so my personal experience began as that task force looked to launch and engage the public. Organizers were looking for an engagement strategy that could empower makers to tell their stories and help them on their journey. And we had a deep desire to, in a sense, give the movement back and the Place brand back to the community that we were designing it for. Initially, the idea was to create a Kickstarter-like crowdfunding platform. And I'm not sure how many of you are familiar with the platform Kickstarter. It's still a large web platform today, but it was just emerging in those days, and crowdfunding was a bit of a new idea. And so our hypothesis was that we would start this platform and fund ideas as they came up. But as we talked to all sorts of makers in our world, funding didn't seem like the thing that everyone needed. Like Edmonton, we needed something different. So we launched an incredibly flexible digital platform where makers could tell their stories, promote their movements, their inventions, their events, their products, or their art. And they had the power to choose the action they wanted the public to take. It didn't have to be funding. It could be attendance, attention, or volunteer help, or funding if that was indeed what they needed. With this approach, the mantra of the movement and the platform became, what are you making and how can we help? We launched the platform in tandem with a series of community events, workshops, and gatherings of enthusiastic Edmontonians who were excited about making something of themselves, of their businesses, their ideas, and ultimately their city. We greeted people with the invitation, someone just like you is building something extraordinary here. And after the initial launch, hundreds and hundreds of makers contributed the ideas and projects they were creating. We had heard what people loved about their city, and we gave back to them the community brand to do what they wanted. The result was resounding, inspiring, chaotic, and quite beautiful. We were surprised again and again as all sorts of makers added their somethings to the site. Looking back on those days, I have many favorites. Ideas like planting trees along one of our new municipal highways, and countless events and zany ideas, along with very viable businesses, crafts, and other wonderful things. We couldn't have prepared for the variety of responses from those small productions to boutique products to community events. And another favorite, a citywide snowball fight where thousands showed up. Today, Make Something Edmonton has spawned a whole series of related brand initiatives and has laid the groundwork for later regional identity work. We retired the platform 2 or 3 years ago as the city has continued to evolve the brand. Thank you so much. Thank you very much. Thank you, Mika. You're perfect timing. Thank you very much. Perhaps we can start by you for the first question. If we have to keep in mind one thing in one word about your city, what's the main... Sorry, could you repeat? I've got an echo. At the end of your presentation, and as we speak about identity, if we have to keep in mind one thing for you, what it is? The word which can resume what is your city. I'm sorry, I can't.
I can't make out the audio. Okay. There's a very strange echo. No, it's Yeah. not a question of technical, it's just a question of my English. Don't worry about that. Okay, let's go. I will go back just after. Je vous propose, on va démarrer par la salle, par les questions de la salle, pour être sûr qu'on puisse répondre à des interrogations que vous pouvez vous poser vis-à-vis de nos différents intervenants. Est-ce qu'il y a une première question ? Première question. Oui, là-bas, il y en a une. Ma question est destinée pour Monsieur Dink et Camille. Personnellement, la première chose qui vient sur ma tête quand j'écoute le mot Rufisque, c'est l'équipe Toonget de territoire sénégalais. Donc, lors de sa célèbre qualification ici à Casablanca face à une équipe marocaine, donc ma question c'est, est-ce que vous avez déjà l'idée de donner une certaine priorité à l'investissement en sport ou bien particulièrement en football? Surtout que l'investissement en sport ou bien en football a déjà montré une certaine efficacité pour d'autres territoires. Et merci à vous. En fait, le sport, c'est vraiment un axe très important de notre démarche de marketing territorial parce que le sport fait partie du développement inclusif en fait, du département. Il faut savoir que le Sénégal, de manière générale, est un pays très sportif. Les gens font du sport partout, tout le temps. Le seul souci qu'on a pointé du doigt, c'est que le sport, malheureusement, oubliait une partie de la population, notamment les femmes, les filles et les personnes en situation de handicap. Du coup, ce qu'on a développé en collaboration avec le département de Rufisque, c'était d'intégrer le sport inclusif aussi dans notre démarche de marketing territorial, notamment la pratique du parasport. Et en fait, nous, l'idée, en fait, on a remarqué une des réticences des populations de Rufisque, c'est qu'ils ne se sentaient pas tous inclus dans ces démarches de marketing, notamment donc, les jeunes filles et les personnes handicapées. Et à cette réponse, on a décidé effectivement d'axer un volet du marketing sur le sport inclusif. Merci Camille pour cette réponse. Avant de passer à une autre question à la salle, ça permet de réfléchir. Moi, je vais poser une question à Aurélien qui est à distance. Aurélien, ma question est simple. Quel est le niveau d'appropriation de cette marque qui a été lancée par le milieu, le monde économique, institutionnel et les populations ? Alors, ouais, vous m'entendez ? On t'entend bien, très bien. Le niveau, alors je ne sais pas sur quelle échelle le mettre, mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une vraie appropriation du monde touristique, de l'écosystème touristique, hein, on va dire hôteliers, restaurateurs, hébergeurs au sens large. Les gens s'y retrouvent et suivent bien. C'est plus compliqué sur la partie institutionnelle, bizarrement. L'Office du tourisme en est une, évidemment, mais sur le monde de la culture, notamment la partie culturelle, la partie développement économique. Pourquoi Parce que je pense qu'il y a un décalage, il y a un petit décalage, justement, j'allais dire culturel, entre ce que nous, pour le moment, ce que nous projetons comme image et ce que je pense que le monde culturel aimerait projeter comme image. Cette vieille histoire du débat tourisme et culture n'est pas finie et on a entamé ce travail de discussion en gros notre moustache, notre 100% gaillard, fier, un peu décalé, un peu rigolo de temps en temps. La partie culturelle a un petit peu de mal à se l'approprier pour le moment. Et les habitants ? Les habitants, par contre, ça marche de mieux en mieux. Année après année, on convainc les gens de plus en plus, et surtout par l'intermédiaire en fait du monde économique et des artisans à droite, à gauche, partout sur le territoire, s'approprient cette marque.
Hein, le cordonnier, gentiment, il va mettre dans son logo la petite moustache quelque part. Alors, le restaurateur, bien évidemment, ou d'autres qui créent leur marque de boutique ou je ne sais quoi, va mettre quelque part que c'est Gaillard ou que c'est 100% quelque chose. Donc, en fait, il y a une petite musique comme ça sur le territoire de 100% Gaillard avec cette moustache qui, aujourd'hui, essaime de partout. Excuse-moi, comme ça, c'est un dialogue. C'est une finalité pour toi qui est une appropriation de la marque. On est ici à Casa, il y a une marque qui a été lancée. C'est important, c'est beaucoup à la fois des études de fond qui ont été faites, du travail, du marketing. Est-ce que pour toi, c'est une finalité que la marque soit appropriée par les acteurs, notamment culturels? Est-ce qu'il faudra passer par là et par les habitants? Oui, je pense que c'est le but ultime, qu'il y ait un maximum de secteurs et de différents et de mondes et de personnes différentes qui puissent s'en approprier de manière différente. Ce que je disais sur le monde culturel, après, il n'est pas inenvisageable de faire évoluer cette marque, de la travailler, de la rendre peut-être plus en parlant de la culture, qu'elle soit plus acceptable, tu vois, de travailler là-dessus. Et surtout, il y a surtout un travail de pédagogie, en fait, de faire comprendre d'où ça vient. Parce que le travail de pédagogie et d'échange entre ces différentes institutions, c'est certainement pas fait sur le fond. Donc c'est ça qu'on a attaqué. Et puis surtout, l'autre côté, c'est surtout ce qui nous taraude, c'est l'attractivité globale du territoire, au-delà du tourisme, bien sûr, sur l'attractivité des entreprises. Et on sait que la marque entreprise, la marque est importante, et que ces marques-là puissent s'attacher, elles, à une structure ou à une visibilité supra, on va dire, qui défend des valeurs, qui défend des choses, ça devient très important. Très bien, c'est la prochaine étape. Merci Aurélien, merci de ces réponses. Je me tourne vers Cédric. Est-ce que tu fais une différence du coup par rapport à l'exposé que tu nous as fait entre la notion de racine et la notion de sentiment d'appartenance, sans que ce soit un débat philosophique en tant que tel? Au final, par rapport à ton parcours, quelles sont tes racines et quel est le parallèle que tu fais avec les démarches? C'est ce que j'ai dit, mais le temps est court, mais c'est finalement le sentiment d'appartenir à un territoire, ou plutôt à une communauté qui vit sur ce territoire. C'est finalement un choix, ça se décide. Alors ça se décide parfois, c'est un non-choix parce qu'on a toujours été là, etc. Mais si on a été plus pluriel, qu'on a voyagé un peu, qu'on a changé de ville, etc., etc., oui, c'est un chemin qui se dessine. Donc les racines ne sont pas forcément les seuls vecteurs du sentiment d'appartenance à un territoire. Pour continuer mon histoire personnelle, ma femme, par exemple, est lyonnaise depuis toujours, mais sa famille est niortaise. Elle n'a jamais habité à Niort, mais si elle doit revendiquer un territoire, c'est celui de l'ouest de la France, comme étant pour elle ses racines, alors qu'elle n'y a jamais profondément vécu. Donc tu as parlé d'évolution du sentiment d'appartenance en fonction du périmètre dans lequel on est. Est-ce que tu penses qu'il y a une évolution aussi en fonction de la situation dans laquelle on se trouve, dans une situation de crise en tant que telle? Comment on se raccroche à quoi? Un territoire se raccroche à quoi? C'est sensible, hein, là, le sujet. C'est le grand débat, c'est là où on est aujourd'hui. C'est-à-dire que plus on sent les difficultés poindre, plus on vit un retranchement avec un mot qui est derrière, qui est pas loin de l'identité, qui est celui du mot identitaire. Et évidemment, on va essayer de conserver ce qu'on a. Ça va être le premier réflexe qu'on a. Et avec qui on va essayer de le conserver? On va essayer de le conserver avec ceux avec lesquels on vit, et ceux avec lesquels on partage. Et donc avec des communautés plus ou moins élargies. La première, c'est la famille, c'est nos proches. On n'en est pas encore là, c'est-à-dire que ça, c'est les situations qu'on vit en temps de guerre. En temps de guerre, le premier réflexe de retranchement, c'est celui vers évidemment la famille. Par contre, dans les difficultés, là, on le voit poindre. Le national aujourd'hui, le nationalisme, on va dire même, est en train de prendre un pas très très fort dans ces sentiments d'appartenance, qui est pour moi l'inverse de l'identité, puisque l'identité
l'affirmation de l'identité telle qu'on en parle ici depuis 2 jours, elle a vocation à faire valoir à d'autres dans une volonté de partager ce qu'on est et que d'autres viennent chez nous pour qu'ils partagent finalement ce qu'on a de meilleur et en aucun cas de mettre des barrières. Mais c'est là où encore le levier de la culture, ou en tout cas de la culture de la communauté qui vit sur le territoire, c'est le meilleur des leviers puisque ça a vocation à se partager, à s'ouvrir, mais en même temps à conserver, parce qu'on a le droit de ce sentiment de conservateur, parce que c'est quand même assez confortable et agréable de rentrer chez soi, à la maison, à la casa, comme on pourrait dire, de rentrer chez soi dans un espace qu'on connaît, qu'on maîtrise, qui a ses us, ses coutumes, ses habitudes, qui évolue très très lentement aussi. Mais c'est un confort, mais ça ne doit pas être un confort cloisonnant. De repli sur soi. De repli sur soi, identitaire. Merci Cédric pour cet éclairage. Est-ce que je me retourne vers la salle? Est-ce qu'il y a des questions? Yasmine ou non? Là-bas, oui, une question. Si on peut amener un micro, s'il vous plaît. Ça a été dit depuis hier. Une stratégie d'attractivité ne doit être en aucun cas un modèle ou une copie de ce que l'on voit ailleurs. Il n'y a pas de modèle unique, ça c'est sûr. Mais en voyant les présentations qui étaient effectuées aujourd'hui, ça se confirme qu'il y a des points communs dans toutes les démarches qui ont réussi dans tous les territoires qui aujourd'hui ont pu s'affirmer comme des marques territoriales. Monsieur Flasser, la question est adressée à vous. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus? Merci. Vous avez raison. Il y a des méthodes et des étapes et en aucun cas, par contre, une réponse commune. On l'a dit, la puissance et la force d'une stratégie de marketing territorial réussie, c'est l'affirmation de ce qu'on a de meilleur. Donc ce que vous avez de meilleur, c'est pas ce que Marrakech a de meilleur, c'est pas ce que Lyon a de meilleur, etc. Par contre, effectivement, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit d'ailleurs hier dans un autre débat, c'est qu'il y a des méthodes et des étapes qui existent, qui préexistent et qui ont fait les succès de nombreuses marques, les échecs aussi parfois, mais ça c'est l'expérience qu'on a nous aujourd'hui pour avoir travaillé sur de nombreux projets. On connaît ces échecs, mais on sait aussi les leviers de réussite qui sont encore une fois l'affirmation culturelle et le meilleur de ce qu'on a de soi. Par contre, les méthodes et les étapes, on le voit un petit peu partout, sont effectivement les mêmes et il n'y a pas forcément de grandes raisons à ce que ça change. Après, on a des questions. Dans mon exposé juste avant, il y avait une question sur l'échelle de la capacité d'appropriation d'une identité par le local. Donc on ne va pas arriver avec des grands schémas français qui sont des étages région, métropole, ville, quartier parfois ou arrondissement. On ne va pas arriver de cette façon-là de penser sur un territoire potentiellement sénégalais ou autre en Afrique, puisque l'organisation est différente. Donc la méthodologie s'adapte à la structure et à l'existant du territoire. Par contre, ces étapes, très souvent, restent les mêmes et ont fait le succès des démarches. Ouais. Parfait. Avant de passer, je rebascule et après je te donne la parole. Je rebascule vers Todd. Est-ce que Todd, tu es là? Tu es toujours là, Todd, à distance? Est-ce que Todd est là? C'est parfait. Todd, tu as démarré ta présentation par du storytelling. Or, ici, on est en train de dire que le mot marketing fait peur. Alors, le mot storytelling, je t'en parle même pas. Est-ce qu'on doit raconter une histoire autour de l'identité et utiliser le storytelling pour vendre cette identité? Pour nous, on utilise, et c'était la même chose à Edmonton quand Mika a parlé de ça, on utilise l'histoire, le maître histoire qu'on entend avec les citoyens, on utilise cette histoire pour réunir nos efforts. C'est pour le marketing, c'est aussi pour la stratégie, c'est pour le tourisme, c'est pour les affaires. Si on peut commencer avec quelque chose qui est vrai, qui a beaucoup d'émotions,
quelque chose qui se passe uniquement ici, une idée unique, on peut l'utiliser pour tous. Et c'est pour moi le plus importante chose avec le storytelling, c'est très important parce que nous sommes humains et c'est très humain d'avoir les histoires. Mais pour moi c'est pour l'unification. Quand on travaille avec le gouvernement, tous les affaires, tous les citoyens, c'est difficile, c'est chaotique. On peut utiliser l'histoire pour réunir, unifier les efforts. Et pour moi, ça c'est la raison qu'on commence avec l'histoire. Après l'histoire, c'est l'esprit, c'est la science, c'est la structure, les stratégies, mais on commence avec l'histoire. Merci Todd, merci beaucoup pour cet éclairage. Personnellement, moi, ce que j'ai retenu dans sa présentation aussi, c'est choisir, c'est renoncer. Et toute la présentation, c'est de viser à avoir un point fort et un point de différenciation et capitaliser sur un point fort. Et je pense que le défaut de beaucoup de territoires, dont le mien, c'est de vouloir tout embrasser et de ne pas vouloir faire un choix très fort, très différenciant. Et c'est peut-être aussi une piste de réflexion à soumettre à ceux qui souhaitent se lancer dans des démarches et qui souhaitent avoir tous les investisseurs, à être présents sur tous les secteurs. Voilà, en termes de marketing, à un moment donné, on sait que la différenciation est un point extrêmement important. Yasmine, tu avais une question ou un témoignage? Alors, oui, tout à fait. Donc rapidement, c'est plus un témoignage sur ce que j'avais fait il y a quelques années dans le cadre de mon doctorat. J'avais travaillé justement sur le rôle de l'identité dans la démarche marketing territoriale et j'avais modestement développé, Monsieur Allot connaît un petit peu la grille d'analyse identitaire, une grille d'analyse qui est scindée en deux grandes parties, à savoir une partie qui décrète un petit peu l'essence du territoire, c'est-à-dire la géographie, l'économie, etc. Et une autre partie qui a plutôt attrait à l'essence du territoire, à savoir la population et j'en passe. J'aimerais souligner justement cette deuxième partie du titre de la conférence qui est la personnalité du territoire. Et en se basant sur cette grille d'analyse et sur beaucoup de focus group, 37 focus group et plus de 4000 questionnaires, j'avais posé une question à la fin sur la personnalité de Tanger. C'était sur la ville de Tanger. Et j'avais dit, si Tanger était une personne, serait-elle la dominante plutôt féminine ou masculine? Quels seraient ses vices et quelles seraient ses vertus? Et je vais vous donner un peu le résultat de l'analyse, si vous permettez. Alors, Tanger est une très belle femme, resplendissante, bien maquillée, vêtue d'une légère petite robe blanche et bleue. Elle est aussi conservatrice, parfumée au Mirabili Jalapa, offrant un visage lumineux, ouverte, d'une tolérance inouïe. Elle est très fière d'être tangéroise. Artiste, ensorcelant tous ceux qui la regardent, elle reste soucieuse de son avenir. Tanger, la tangitaine, l'innocente sirène, la fière attractive et hospitalière qui attend de tout temps et appelle du fond d'elle-même ceux qui l'aiment, telle la belle au bois dormant pour un vrai label au très charmant. Donc c'est une description qui, moi je l'avais appelée l'hymne à l'amour de Tanger, mais c'est une description qui décrit un petit peu les valeurs identitaires de la ville de Tanger. Par exemple, quand on dit que Tanger est une très belle femme, la majorité en dit que Tanger, elle a une prédominante féminine. Vêtue d'une belle robe blanche et bleue, c'est plutôt la nuance des couleurs, la palette des couleurs qui sont plutôt présentes à Tanger. Donc tout ça pour rejoindre un petit peu cette personnalité du territoire. Le territoire fait ses habitants et les habitants font le territoire. Et donc cette description a été assez acceptée par les Tangérois, elle a été partagée et j'étais fière de faire cette étude et justement je voulais la partager avec vous aujourd'hui pour compléter la deuxième partie du titre de la conférence. Merci Yasmine. Merci. Cédric, tu veux rebondir sur ce sujet? Non, bravo. Merci. Très joliment présenté. Très joliment et très efficace aussi en termes de méthode. Au-delà de la beauté, du lyrisme de la description, c'est une méthode effectivement qui consiste à personnaliser quelque part au travers d'une personne, comme son nom l'indique, une méthode qui est extrêmement efficace. Merci pour ce témoignage. Je me tourne vers Camille et vers le président Dieng. Alors vous avez posé 3 questions. Si on devait résumer à une question, pour vous, quel est le principal défi au niveau de maturité où vous êtes? Quel est le principal défi auquel vous devez faire face en 1 minute?
de manière simple, le principal défi? Le principal défi, c'est, moi je pense, hier nous en avons parlé, c'est faire en sorte que véritablement les collectivités du département et en premier lieu les populations s'approprient, disons, de ce concept de marketing territorial. Donc, pour dire que véritablement c'est un élément qui permet donc de valoriser nos potentiels qui véritablement sont divers, donc variés, et il s'agira également d'échanger avec les communautés humaines pour leur montrer que véritablement marketing territorial rime également avec identité, mais également avec ouverture. Donc voilà, disons, le défi que nous essaierons de relever ensemble, avec, disons, les collectivités humaines qui partagent avec nous le même département de Rufisque, qu'un ami marocain a appelé effectivement Tengej. Donc ça, je pense que c'est le nom générique de Rufisque, Tengej. Et dans la notion de Tengej, il y a véritablement la notion de Gej qui signifie la mer. Donc, véritablement, un département ouvert sur la mer. Merci, Président. Et donc, vous avez parlé d'amitié. Donc, du coup, il y a aussi un appel à la bienveillance et à l'aide par rapport aux 3 questions qui ont été posées. Donc, si vous voulez faire des premières séances de coaching là durant la pause, n'hésitez pas. Et puis ensuite, les agences prendront le relais pour aider les territoires et ne pas, effectivement, louper ces étapes, parce qu'effectivement, vous êtes à un moment clé de votre développement et il va falloir réconcilier les belles images de développement pur et dur que vous avez vues au travers de bâtiments, d'infrastructures, de mobilité également, avec effectivement l'identité de votre territoire. Est-ce qu'il y a une dernière question? Je pense qu'on va finir. Est-ce qu'il y a une dernière question dans la salle? Parfait. Il n'y a pas de dernière question. Tout à fait. Je vais juste, alors je me permets quand même, normalement je dois faire une synthèse, mais je ne vais pas en faire. Je vais simplement, peut-être 2 pistes de réflexion par rapport à ce qu'on a dit, et peut-être aussi par rapport au précédent atelier. Le premier, par rapport au thème global de la conférence, peut-être que l'hospitalité doit devenir une finalité, et auquel cas l'attractivité deviendra une conséquence. En se concentrant effectivement sur son territoire, et il deviendra attractif. Et puis la deuxième chose également, et par rapport notamment au sujet dont on a parlé, j'ai emmené Cédric sur une piste un peu délicate dans ce que nous connaissons, c'est qu'on a le sentiment aujourd'hui qu'il est de bon ton de prendre des positions affirmées, fortes. Et on a l'impression que le consensus pour le coup, n'est pas une vraie position. Et c'est peut-être pas le cas, et notamment dans notre matière, où, en tout cas, nous, en mathématiques, on préfère l'addition à la soustraction et on préfère la multiplication à la division. Voilà. Donc, c'est aussi un appel à pas partir sur des vérités, mais plutôt à conjuguer les différents angles pour trouver la bonne voie, et non pas à les opposer. Excellent. Je pense que vous avez tout résumé. Bravo à vous 4, mais aussi à nos intervenants qui ont apporté leur pierre à l'édifice à distance. Je pense que quand on est bien accueilli, quand on vient en touriste, on peut devenir un ambassadeur, un investisseur et par la suite un prescripteur justement de cette destination. Merci à vous. Vous avez réussi l'exercice. Quand même, définir une identité est une tâche très difficile, très ardue. Et comme vous l'avez justement défini, c'est que quand on veut faire l'exercice, il faut choisir. Et choisir, c'est se priver du reste. Et c'est un petit peu la difficulté quand même de l'exercice de se dire qu'est-ce qui pourrait servir au mieux notre identité et le rayonnement du territoire qui devient au final une marque, pas un produit, mais une marque qui doit rayonner sur le plan national et international. Merci à vous tous pour cette intervention. Merci de vous lever comme ça pour la photo de groupe.